Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne. Il fait chaud, très chaud et la canicule nous étouffe et avec elle son lot de conséquences. Tout d'abord du côté des transports, le Nyon-Saint-Cergue est partiellement à l'arrêt. Des bus de substitution rouleront jusqu'à la fin de semaine. On fait le point de situation avec le directeur Emmanuel Laurent. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Du côté sanitaire, l'alerte canicule a été déclenchée depuis jeudi par les médecins cantonaux. Quelle directive a reçu le GOL et surtout quels sont les bons gestes à adopter? On en parlera avec vous, docteur Joël Hauser. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable du service des urgences. En sport, on revient sur la 34e édition du triathlon de Nyon et avec vos exploits. Thibaut Ducarnet, bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes venu sans votre médaille? Non. Elle est à la maison, cachée à la maison. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Vous avez remporté la catégorie d'Olympique Distance. Ensuite, on terminera cette émission avec la tête encore un peu en vacances avec les scouts Noir-Mont-Blanc. Vous allez nous raconter votre périple puisque vous êtes revenu de Corée du Sud. Comment est-ce qu'on dit? Ohio, c'est ça? Bonjour. Annyeonghaseyo. Ouf, j'arriverai jamais à le dire. Mais Alexandre, d'ailleurs, toi aussi, je crois que tu as fait un petit cours de japonais cet été, non? Oui, mais il faut dire konnichiwa, Andrea, à cette heure-là. Voilà. Écoute, Andrea, moi, j'ai chaud ici, effectivement. Je confirme la canicule. J'espère qu'il fait plus frais en studio. Écoute, regarde, je suis au port de Mitanet. Tu sais, c'est ce gros projet entre ces deux communes de rénovation donc de ce port ici depuis des décennies. Et après 1 an de travaux, eh bien, ça y est, au mois de juin, il a été inauguré. 130 places de bateaux sont à disposition. Il y a toujours, bien sûr, le restaurant que tu connais qui est derrière moi. Et ce qui est nouveau surtout, eh bien, c'est cette pêcherie que tu vois juste là-bas. Eh bien, c'est le pêcheur Jean-Charles Bensadoun qui était à Founet et qui s'est installé ici à Mitanet eh bien, depuis le mois de juillet. Alors justement, je vais à sa rencontre, je vais voir cette pêcherie flambant neuve et puis prendre des nouvelles un peu du métier de pêcheur. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Je vous le disais en introduction, la ligne du Nyon-Saint-Cergue-Moret est partiellement fermée à cause de la chaleur. Un plan canicule est mis en place et un service de bus de substitution roulera jusqu'à jeudi soir potentiellement. On en parle avec vous, Emmanuel Laurent. On est ravis de vous avoir. On va donc faire un petit point de la situation. Donc actuellement, comment peuvent utiliser les transports les utilisateurs du Nyon-Saint-Cergue, de ce fameux petit train rouge? Merci beaucoup pour votre invitation. Le Nyon-Saint-Cergue, Nyon-Saint-Cergue-la-Cure, fonctionne totalement pour le service voyageur, donc entièrement en ferroviaire sur la partie de Nyon à Saint-Cergue, et une substitution par bus est organisée entre Saint-Cergue et la Cure, mais les horaires de vos trains et les horaires des bus qui sont mis sur cette portion sont les mêmes que les horaires habituels et sont consultables sur tous nos sites internet. Ouais, donc ça, c'est pour tous les aspects pratique, mais Emmanuel Laurent, comment est-ce qu'on explique finalement que les rails ne tiennent pas le coup sous cette chaleur? Même si on le comprend, il fait très chaud. Alors, il y a des plans canicules qui sont faits pour les humains, il y a aussi des plans canicules qui sont faits pour les rails qui sont en acier. Et l'acier, vous savez, dès qu'il fait chaud, ça s'étire, et puis plus le rail est long et plus ça s'étire. Sur le haut de la ligne, les dernières grosses opérations d'entretien datent des années 80 et on a sur certains rails encore frappé des inscriptions 1950-1960. Donc notre matériel, il est assez vétuste et on est dans des températures, surtout sur le long terme, qui sont assez hors normes. Donc ça nécessite des mesures de précaution, de surveillance des installations, de baisse de la vitesse et on a dû faire un choix. Et on a fait le choix de dire sur le bas de la ligne, donc entre Nyon et Saint-Cergue, on va faire rouler nos trains avec parfois un petit peu de ralentissement. On va accélérer et puis augmenter notre surveillance. Et puis sur le haut de la ligne, on va fournir le meilleur système de transport possible pour nos voyageurs. C'est-à-dire qu'on a mis en place des bus qui sont comme nos trains climatisés avec du personnel qui est sur place pour accueillir nos voyageurs. Ouais, pour la petite anecdote, je crois que la température des rails monte jusqu'à 50 degrés, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors concrètement, le rail va chauffer toute la journée. Il est très long. On est sur une plateforme, vous savez, ces cailloux, ces gros cailloux, c'est du ballast. Et puis sur la partie entre Saint-Cergue et la Cure, on est à flanc de montagne. Et tout ça fait que le rail monte à 50, voire au-delà de 50 degrés. Et surtout la nuit, ça se rafraîchit très peu. Donc depuis plusieurs jours, les installations sont soumises à des grosses contraintes. Vous dites que vous devez faire de la surveillance. À quoi est-ce que vous devez faire attention? À quoi est-ce que votre personnel doit justement faire attention? Alors notre personnel, il est complètement mobilisé jour et nuit depuis le début de la semaine, encore plus que d'habitude, et fait des services spéciaux. En fait, on va regarder que les rails restent bien
parallèle, ce qui paraît être une évidence, et que surtout, à un moment, ce parallélisme ne dévie pas sur le plan, ce qu'on appelle du déjettement. C'est-à-dire qu'au niveau d'un joint, la voie a tendance à partir parce que tellement ça se contracte. Donc ça, on le mesure à l'œil, on le mesure depuis la cabine de conduite, on le mesure à pied, nos collaborateurs font des tournées à pied, et puis si besoin, on prend une mesure de ralentissement, et puis nos spécialistes vont voir, et on met un taux de ralentissement de manière à permettre au train de passer en toute sérénité. On sait qu'en première partie d'année, il y avait des travaux qui ont notamment été en cours pour mettre à niveau les voies de chemin de fer, notamment pour que les handicapés puissent avoir accès. Ça veut dire quoi? Que notre rail n'est pas encore finalement mis aux normes complètement et qu'il est finalement désuet? Alors ça veut dire qu'il nous reste de grands travaux à venir sur toute la ligne. On a pour plus de 10 ans de travaux. Je vous ai dit en haut de la ligne des rails de 1950-1960. On va passer ces 10 prochaines années à rénover les rails, les traverses, mais pas que. On va aussi rénover les installations de signalisation, la ligne aérienne et tout ça, on investit. C'est un peu comme quand on a une voiture. À un moment donné, il faut remplacer la voiture complète et puis on va de l'avant. Ouais, qu'est-ce qui empêche justement qu'aujourd'hui l'entièreté des rails ne soit pas modernisée? On le voit, si on reprend l'actualité, la Confédération a débloqué plus d'1 milliard, notamment pour un tunnel entre Lausanne et Genève. Chez nous, entre Morges et Perrois, il y aura un tunnel ferroviaire à 2 voies qui sera construit. Alors ça, c'est pour le côté des CFF, pour ne pas les citer. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à investir, qu'on n'ait pas assez les moyens d'investir chez nous? Alors, je crois qu'on a deux énormes investissements qui sont en train de se faire. Le temps du ferroviaire, ça a un temps assez long. Et puis vous imaginez que je ne pourrais pas venir vers vous, Andrés, et puis dire écoutez, on va arrêter la ligne 2 ans, le temps de changer tous les rails, et puis on remet. Donc on doit le faire au fur et à mesure. Il faut qu'on puisse continuer à transporter nos voyageurs du quotidien, transporter nos touristes, et on fait les travaux au fur et à mesure, tant qu'on le peut. Ça nécessite des études, des approbations, et aussi une concertation avec les riverains. Donc le temps du ferroviaire, ça a un temps assez long. Mais on construit aussi pour très longtemps. Ouais, est-ce que les utilisateurs aujourd'hui comprennent ce temps qui est trop long? Ils vous disent quoi? Je sais que vous-même, vous allez sur le terrain justement pour prendre un petit peu la température. Alors, je vais prendre la température dans tous les sens du terme et j'aurai grand plaisir à rencontrer, je tiens à les saluer, nos collaborateurs qui sont complètement investis et puis aller voir aussi nos voyageurs. Je vais être totalement transparent avec vous. Depuis le début de cette mise en place de ce plan canicule, on a une plainte écrite, mais on a aussi beaucoup de nos collaborateurs qui vont expliquer aux voyageurs dans les trains et dans les bus ce qui est en train de se passer. Ouais, vous êtes entré en fonction il y a quelques mois, le 1er mars, si on a la date exacte. Ça fait 6 mois que vous avez repris aujourd'hui la direction d'Union Sincère. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, ça se passe, je l'espère, très bien. Après, c'est aussi à nos donneurs d'ordre et il y a toutes les institutions qui nous font confiance de le dire. Moi, j'ai la joie de travailler dans une entreprise qui est dynamique, avec des collaborateurs qui sont motivés. La Confédération, le canton, les communes nous font grande confiance. On travaille beaucoup avec la région de Lyon aussi. Et ça, c'est hyper motivant pour un directeur d'entreprise. On le voit en tout cas, vous avez du plaisir. Emmanuel Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, parce que j'imagine que vous suivez Météo News carrément de minute en minute. On ne sait pas exactement si cette canicule partira ou pas à la fin de la semaine, mais qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour le dernier infoservice? J'imagine que tout sera actualisé sur votre site internet. Alors on actualise en temps presque naturel. On espère aujourd'hui un retour des températures plus basses vers jeudi. On a des prémices de météo qui nous dit attention, peut-être vendredi, le dôme de chaleur peut rester. On maintiendra la position actuelle si jamais vendredi, le dôme de chaleur devait rester. Et puis du coup, on reviendra à une situation complètement normale pour tous dès samedi. Emmanuel Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. La canicule, toujours, on en parle, mais cette fois-ci du côté sanitaire. Quels sont les bons gestes à adopter en période de canicule? On en parle avec notre invitée suivante, Joël Hauser. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. En effet, depuis jeudi, les autorités sanitaires du canton ont déclenché l'alerte canicule. Une alerte déclenchée lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25 degrés pendant 5 jours consécutifs ou à 27 degrés durant 3 jours consécutifs. Vous voulez plus me quitter, Laurent Emmanuel? Merci beaucoup. C'est pas moi qui veux vous chasser, c'est avec plaisir que vous pouvez encore rester, mais je crois que vous êtes attendu justement. À très bientôt. Joël Hauser, on est ravis de vous avoir. Donc on va parler du côté sanitaire avec vous. On sait que ce plan canicule a été activé depuis la semaine dernière, des mesures qui ont été prises par les médecins cantonaux. Quelles mesures et quelles directives doit suivre le GOL actuellement? Le GOL suit finalement les mesures que suivent la population générale, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de nos patients comme à l'habitude, à qui on le fera à la maison, en essayant de les garder le plus au frais possible. Ça, on a la chance d'avoir un bâtiment hospitalier qui est tout récent et puis qui est aux normes Minergie et dans lequel il fait heureusement bon au niveau des chambres de l'hôpital. Et puis, on va aussi accentuer les passages infirmiers ou des aides-soignants pour proposer plus à boire, pour éventuellement proposer des glaces à l'eau pour rafraîchir les gens, s'assurer que les gens justement ferment éventuellement les volets ou les stores
des chambres, aèrent seulement le matin ou la nuit, mais pas pendant la journée, s'habillent de manière légère. On va aussi éventuellement proposer une adaptation des menus pour qu'ils mangent un peu plus léger, pas qu'il y ait des choses trop lourdes et difficiles à digérer. On va parler de ces gestes d'ici quelques instants, les bons gestes à adopter pour survivre à cette canicule. Mais j'aimerais savoir, docteur Joël Hauser, depuis cette alerte, est-ce que du côté des urgences, vous avez été un petit peu plus surmené ? Alors pour l'instant, on ne voit pas encore d'effet de cette canicule sur la fréquentation des urgences. On a plutôt vu l'effet de la rentrée, en fait, la rentrée scolaire. Mais on sait qu'il faut parfois, malheureusement, quelques jours pour que les effets sur la santé chez les personnes les plus fragiles se fassent sentir. Donc pour l'instant, on a un flux qui est standard et habituel. Mais c'est vrai que c'est possible, si la situation perdure, que d'ici la fin de la semaine, on ait un peu plus de cas de gens qui vont décompenser des pathologies chroniques, notamment cardiaques ou respiratoires, à cause de cette chaleur. Oui, les personnes à risque, notamment, vous avez parlé des effets de la rentrée, vous m'intriguez, c'est quoi ces effets de la rentrée scolaire ? C'est que les enfants, les familles sont rentrées déjà simplement sur le district, et puis on va vite contrôler les petits bobos avant la rentrée scolaire. Mais il y a le fait simplement que les gens sont là, alors qu'avant ils étaient partis en vacances. Donc on voit qu'ils sont rentrés, on le voit sur la route, mais on le voit aussi dans la fréquentation des urgences. C'est vrai, sur la route, on entend beaucoup parler à la rédaction. Bon, on va revenir sur ces gestes à adopter pour survivre à cette canicule. Quels sont les conseils qu'on peut donner du côté médical ? Alors, c'est les conseils qui sont diffusés par les services des médecins cantonaux, effectivement, de aérer les maisons, les aérer en fin de nuit et le matin particulièrement, puis ensuite bien les refermer, fermer les stores, fermer les rideaux, fermer les volets pendant la journée, pendant les grosses chaleurs, éviter de sortir et d'avoir des activités en plein air ou des activités physiques au moment du pic de chaleur, donc généralement plutôt l'après-midi. Vraiment bien s'hydrater, penser à boire, même si on n'a pas encore la sensation de soif, on sait que les personnes âgées souvent perdent la sensation de soif, donc vraiment les stimuler à boire, même s'ils ne se plaignent pas d'avoir soif. Qu'est-ce qu'on boit ? Question bête, parce qu'on entend souvent dire que, par exemple, dans les pays très très chauds, on nous conseille de boire du thé. C'est vrai ou pas ? Alors, on peut boire du thé, mais c'est vrai que l'eau, ça suffit pour hydrater les gens. Il faut surtout éviter l'alcool. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que l'alcool, on a l'impression qu'on s'hydrate, mais en fait, ça a un effet après diurétique, donc on va plutôt se déshydrater avec l'alcool. Donc c'est plutôt de l'eau, et le thé, c'est effectivement aussi possible. Des boissons plutôt pas trop sucrées. Les boissons isotoniques aussi peuvent être une option pour les gens qui aiment ça, mais l'eau va très bien. Ouais, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, des repas légers. Quels sont les symptômes qu'on doit finalement surveiller et qui doivent nous préoccuper, nous alerter peut-être ? Alors ça va dépendre un petit peu de l'âge des gens et puis des pathologies sous-jacentes, mais c'est la déshydratation ou les coups de chaleur, ça va souvent se manifester d'abord par une grande sensation de fatigue, éventuellement des vertiges. Chez les personnes âgées, ça peut être aussi un état un peu confus qui peut apparaître sans qu'on ait d'autres causes évidentes. Après, il peut y avoir des douleurs abdominales, des maux de tête, des vertiges, des nausées, etc. Mais ça, c'est déjà dans les stades un peu plus avancés. D'accord. Et puis chez les enfants, on peut avoir simplement des troubles de la concentration. Les enfants, ils sont fatigués. Ça doit être très dur, la rentrée scolaire pour eux en ce moment. Vous avez l'air d'en savoir quelque chose. Si on a ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut boire, on s'arrête ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on agit ? Alors, il faut effectivement essayer de se mettre au frais, éventuellement enlever des habits transpirants si on est trop habillé, essayer de se rafraîchir, boire, effectivement, s'hydrater. Si on n'a pas la possibilité de boire parce qu'on est trop nauséeux, par exemple, ou parce qu'on vomit, là, il faut faire appel au service de santé pour éventuellement avoir une perfusion si c'est nécessaire. Et puis, il faut essayer de faire baisser la température corporelle. Souvent, la chose la plus simple, c'est de mouiller un peu la peau et puis d'avoir un système de ventilation. Éventuellement la nuque, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les gros axes vasculaires, au niveau du cou, au niveau du pli de laine, mettre quelque chose de frais. Il faut éviter de se mettre complètement dans le froid, parce que c'est un choc trop brutal et puis ça va finalement avoir un effet contre-productif. Mais simplement s'humidifier avec de l'eau pas forcément très froide et puis surtout après être avec un système de ventilation. Oui, et puis le numéro d'urgence, évidemment, qu'on rappelle, le 144. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, contactez votre médecin ou alors la centrale téléphonique des médecins de garde du canton au 08 48 133 133. Docteur Joël Hauser, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci à vous et puis pensez à bien boire. À boire, voilà. Santé à vous. À très bientôt. Alexandre, on retourne à toi, direction le port de Mitanay. Oui, et regarde, la cabane du pêcheur, elle est ici, la nouvelle pêcherie donc du port de Mitanay. Et le bateau et le pêcheur, ils sont ici. Bonjour Jean-Charles Bensadoun. Bonjour, comment Alexandre. ça va ? Impeccable, merci. Ouais. Alors, comment était le poisson avec cette chaleur ? Pas fantastique, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça, c'est le poisson sauvage. Donc aujourd'hui, pas trop de perches dans vos filets ? Non, pas trop de perches, un peu de ferrat, mais voilà. Ouais. Bon, venez, rejoignez-moi, vous allez me montrer votre pêcherie. Alors déjà, comment ça se passe ici au port de Mitanay depuis que vous êtes arrivé au mois de juillet ? Ça vous va bien ici ? Vous étiez à Founé avant ? Oui. Là, vous êtes arrivé là, comment ça va ? Ah, ça va nickel. Les locaux sont magnifiques. Attention le filet. Attention le filet.
la localisation, j'aime beaucoup être dans le port. On n'est pas tributaire des conditions météo, le vent, tout ça. Donc, c'est vraiment super. Là, l'emplacement est idéal. D'accord. Un peu chaud aujourd'hui. Un peu chaud aujourd'hui, mais l'emplacement est idéal. Alors là, on rentre justement dans votre pêcherie. Alors, il y a 2 entrées. Hein. Là-bas, c'est pour les invités, mais ici, c'est pour le pêcheur, pour le travailleur. Alors, on est où ici, justement? Expliquez-moi, parce qu'on a fait le chemin du poisson depuis le bateau. Hein. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire le matin, quand je viens avec mes filets, je dois enlever les poissons des filets. Je vais dans cette zone sale par cette porte-là. L'autre porte, comme vous le disiez, c'est l'entrée client, l'entrée principale, je dirais. Ouais. Alors, on voit justement, voilà, à travers. Alors, vous avez justement participé un peu à ce chantier hein, avec les 2 communes de Mie et Tannec. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés ici, justement? En fait, ça date de très longtemps. En fait, je travaille chez Mercer Renault. J'ai un doctorat en neurosciences. J'étais directeur, tout se passait nickel. Et puis, tout d'un coup, en 2012, ils ont décidé de fermer la boîte. On s'est tous fait virer. Et puis là, par des connaissances, j'ai connu un pêcheur de Mie. Et puis, j'ai été pris dans ce groupe de travail Mie Tannec 2014-2015 pour les réflexions de toutes les berges. Et donc, vous n'étiez pas encore pêcheur professionnel? Non, pas du tout. Non. Je venais de me faire lourder, justement. Et là, je leur ai dit, ils voulaient un conseil de quelqu'un qui connaissait déjà un peu le métier, parce que j'avais l'idée de changer comme ça. Je me dis, tiens. Oui, c'était votre passion depuis toujours. Voilà, hein, exactement, c'est ça. Puis je me dis, tiens, pourquoi pas? Puis, donc, du coup, je leur ai dit, mais si vous voulez un pêcheur, mettez-le dans le port. C'est quand même plus sécurisé, son bateau, il n'a pas besoin à chaque fois. Et ils ont écouté tout ce que j'ai dit. Je fait quelques séances avec le groupe de travail, ça s'est bien passé. Et puis après, ils m'ont demandé, mais tu veux être le pêcheur de Mie Tannec? Je dis, il n'y a pas de problème. Voilà, je me suis retrouvé là. D'accord. Et donc, vous avez commencé votre activité, vous étiez temporairement à Founet en attendant justement que le chantier se fasse ici. Et maintenant, vous êtes là. Alors, justement, cette pêcherie, je disais, en 3 parties, expliquez-nous, parce que c'est assez particulier. En fait, il y a un endroit propre. Ici, on est dans l'endroit sale. Tout à fait. Je comprends pas tout. Ouais. Ce qui se passe, c'est que entre-temps, le temps d'être pêcheur, je travaillais chez les vétérinaires. Et le bureau d'à côté, c'était le responsable de l'hygiène. Puis je lui ai demandé, tiens, si j'ai une idée de faire une pêcherie moi-même, quels sont si je veux quelque chose de plus aux normes? Il me dit, mais il te faut 3 zones, tu es obligé, tu dois avoir une marche en avant entre la partie sale, la partie propre et séparer la partie client. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait ici. Je suis venu avec mes plans, donc avec Mie Tannec. J'ai eu l'avantage d'avoir des gens en face de moi qui m'ont dit, pas de problème, ils ont mis en œuvre mon plan, je dirais, où j'ai cette partie sale avec la chambre froide où je mets mes filets, donc je garde toujours le poisson au frais là. Et après, il passe dans cette partie propre, ce laboratoire, si vous voulez, cette zone blanche où je m'équipe différemment. Tout est différent, les planches, tout est différent. Et je taille mes perches, mes ferrats. Et les poissons, les filets se retrouvent dans le frigo là-bas et pas en chambre froide. Et ça, c'est la marche en avant. Et je garantis aussi le froid puisque depuis là, j'ai la climatisation justement dans la petite salle. D'accord. Bon, super. Merci de m'avoir montré justement cet endroit. On va direction côté client, comme ça, on continue. Voilà, on fait le tour, on continue à discuter. Alors, vous avez dit des perches, des ferrats, principalement, Jean-Charles, c'est ça que vous faites, c'est le poisson que vous traitez ici? Alors, je fais tous les poissons selon la saison, parce qu'il y a des saisons. Hein. Le brochet, c'est plutôt mars, avril, mai, je dirais. La perche, la grosse perche commence vraiment, je dirais, au mois de juillet, août. Ouais. La ferra, c'est plutôt de juin à octobre. Donc, on doit suivre un peu les saisons en fonction des pêches. Maintenant, étant tout seul, je dois faire des choix. Et je dois aussi regarder par rapport aux clients. Et les clients principaux, qui sont vos clients? Alors, principalement des restaurants, parce que c'est eux qui vous prennent la masse en hiver, tout ça. Donc celui qu'on voit derrière, là, par exemple. Exactement, c'est un de mes clients, un de mes restaurants. Et il faut dire ce qu'il en est là actuellement, enfin depuis tout le temps, c'est la perche. Les gens veulent de la perche. Ouais. Alors, principalement, je pêche la perche, mais si d'un coup la perche est un peu moins bonne, comme hier, par exemple, j'ai mis des filets à ferrage, je mets des filets à ombre, pour compléter un peu si tout d'un coup, j'ai pas assez de perche. Mais principalement, privé ou public, enfin, ou les restaurants, ils veulent de la perche. Bon, et voilà, on imagine justement que moi, je veux de la perche aussi, Andrea. Donc, voilà, je suis invité à rentrer de ce côté-ci de cette nouvelle pêcherie. Et alors, regarde, la particularité, parce que Jean-Charles est à cheval sur l'hygiène. Hein. Je préfère te le dire. Regarde, je dois enfiler des petites surchaussures, voilà, pour pas salir le carrelage. Bon, alors, Jean-Charles Bensadoun, voilà, on peut juste discuter ici. C'est vrai, vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir. Vous pouvez même vous réchauffer votre plat. Il y a un évier, il y a un micro-ondes. Il y a tout ce qu'il faut dans cette petite pêcherie. Mais moi, j'aimerais parler avec vous du métier de pêcheur. Comment il se porte? Parce que
les chiffres récents montraient que dans les cantons romans notamment, ça tendait à avoir de moins en moins de poissons et que le métier de pêcheur était menacé. Vous qui faites ça maintenant depuis un peu plus de 5 ans, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est difficile pour vous aussi? Alors, je dois dire qu'il y a plusieurs paramètres. C'est vrai que sur le lac, on voit toujours à la télévision le lac de Neuchâtel. Effectivement, ils sont un peu moins bien lotis que nous pour différents facteurs. Je dirais, effectivement, chez eux, c'est un peu plus difficile. Sur le Léman, depuis que j'ai commencé l'activité en juin 2018, c'est des poissons sauvages. Il y a des hauts, il y a des bas. 2021 était pas bon. Les années d'avant, c'était correct. L'année passée, c'était exceptionnel. Cette année, ça a très bien commencé, ça peut moins bon. Après, donc, il faut s'adapter à ces aléas. Après, comme je disais, plusieurs facteurs dans le sens où moi, j'arrive à payer mes factures, mais il faut travailler samedi, dimanche parce qu'il faut suivre le poisson. Ouais, j'allais vous demander, est-ce qu'on arrive à vivre en tant que pêcheur? Oui, on arrive à vivre. Mais ça dépend. Pareil, si vous avez 5 enfants à charge, puis la femme qui ne travaille pas, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui travaille, donc je dois sortir mon salaire et mes charges en tant qu'indépendant. Et pour l'instant, j'y arrive. Alors, je ne vous dis pas que j'arrive à mettre des millions de côté. Des fois, c'était difficile. Surtout les périodes hivernales, mais pour l'instant, j'arrive à payer mes factures et je m'en sors. Ouais. Alors justement, rappelez quand même ce parcours incroyable de docteur en neurosciences à pêcheur. Aujourd'hui, 5 ans après, vous regrettez pas, vous êtes content de cette reconversion? Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de sacrifices quand même. C'est un métier très différent. Vous n'avez pas de vacances, pas de week-end. Alors, c'est assez drôle de poser la question dans ce sens-là. C'est-à-dire que je pense que je n'aurais jamais été pêcheur professionnel si on n'avait pas été viré par Merck Renault quand j'étais directeur d'une plateforme de recherche là-bas. Vous avez un poste dans une boîte pharmaceutique, une grosse, vous avez bon salaire, vous êtes directeur, c'est super. Maintenant, voilà, ils ont décidé de quitter la Suisse, ils ont viré tout le monde. Un choix s'imposait. Je dis, moi, avec le CV que j'ai, facile. Mais pas si facile que ça. Passer 40 ans avec justement aussi pointu qu'on peut l'être à cet âge-là en sciences, pas facile. J'aurais pu peut-être trouver en allant en plus à l'Emanie. Et c'était pas une option avec la famille, ma femme qui travaille sur Lausanne, tout ça. Donc, mais c'est pas rien d'aller dans un métier manuel comme pêcheur. Oui, on a j'étais un scientifique un peu à part. J'ai toujours été assez sauvage, j'ai assez pêcheur. J'ai fait beaucoup de voyages de pêche. Ouais. Donc, du coup, c'est pas quelque chose que je me dis, tiens, voilà, si ça marche pas, je ferai autre chose. Et là, ça marche. Et là, ça marche. Je le vois bien pour ma retraite aussi. Ouais. Donc, oui, maintenant, avec ces locaux magnifiques. Avec ces nouveaux locaux. Exactement. Vous êtes bien. Bon, super. Jean-Charles Bensadoun, merci beaucoup. Alors, à l'heure où on enregistre, on peut le dire quand même, on est entre midi et 2. Un pêcheur, il a gentiment terminé sa journée à cette heure-là? Alors, justement, beaucoup de clients me disent, mais vous êtes ouvert quand? Alors, déjà, je suis pêcheur, je suis pas manor, mais tout ça pour vous dire que non, vous savez jamais. Ouais. C'est-à-dire, le matin, je vais mettre mes filets l'été, je vais 2 heures après les rechercher. Des fois, j'ai 10 kilos de perche. Alors là, effectivement, j'ai fini avant midi. Ouais. Ou plus quand il y a un journaliste qui vient me déranger. Mais sinon, si je fais 40 kilos, j'en ai jusqu'au milieu de l'après-midi. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Donc, des fois, je suis là à 18h, puis des fois, à midi, j'ai fini. Et là, en l'occurrence, il ne vous reste plus qu'à aller mettre les filets, je crois, voilà, au fond. Pour la Ferra pour demain. Pour la Ferra pour demain. On vous souhaite du coup plein succès dans cette pêche. Merci. Et puis bonne installation ici dans ce port de Mytanet, cette nouvelle pêcherie. Merci de l'accueil, Jean-Charles Bensadoun. Je vous en prie. Et bonne journée. Allez, au revoir. Voilà, Andrea, bonne journée. On va voir si le poisson est bon ici à Mytanet. Je propose plutôt que tu ailles aider à installer les filets, pas à manger, Alexandre. Tu l'as entendu, Jean-Charles a besoin d'aide. Allez, bonne journée. Je vais l'aider à mettre les filets. Ciao, ciao. Bonne journée à toi, Alexandre. Et on passe à notre invité suivant, Thibaut Ducournay. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va revenir sur la 34e édition du triathlon de Nyon qui a fait le plein cet été, les 5 et 6 août dernier, avec plus de 2400 athlètes participants. Parmi eux, eh bien vous, votre exploit sur lequel on va revenir, Thibaut, félicitations. Vous avez remporté la catégorie d'Olympique Distance. C'est avec quelle médaille? Est-ce que vous avez reçu d'ailleurs un petit trophée ou pas? Oui, on a reçu une médaille en bois de l'organisation. Et un prix souvenir aussi et quelques prix dans un sac. C'était sympa. Ouais. Ouais, on va revenir sur cette édition avec vous. Déjà, quelle est la spécificité finalement du triathlon de Nyon selon vous? Déjà, le triathlon de Nyon, c'est toujours un plaisir pour moi de le faire. C'est ma région, je connais par cœur ce parcours. Et le parcours justement est magnifique et très atypique. On nage dans le lac Léman et ensuite on monte le mont Colevray jusqu'au stade pour prendre son vélo et on fait 2 tours de vélo ou 4 justement pour l'Olympique
dans les alentours de Nyon, en passant par Cran, Ézin. Donc on visite cette belle région et on finit par la course à pied dans les alentours de Colevray. Donc c'est vraiment un triathlon magnifique et il fait toujours beau et chaud. Cette année un peu moins chaud que d'habitude, mais c'était plutôt pas mal, on va dire, pour l'effort de... Heureusement que le triathlon n'a pas eu lieu maintenant, on va le dire. Mais je crois qu'il y a eu d'ailleurs quelques incidences au niveau du temps, je crois, avec des vagues dans le lac qui ont compliqué un petit peu la course. Ouais, le dimanche matin, il y avait pas mal de vent et de courant dans le lac, donc c'était difficile de se diriger et de s'orienter. Mais moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Ça m'a un peu ralenti, on va dire, mais pour moi, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Ouais, votre catégorie, qu'on l'a dit tout à l'heure, l'Olympique Distance, qu'est-ce que c'est exactement? C'est 1,5 kg de natation, ensuite enchaîné directement avec 40 kg de vélo et pour finir 10 km de course à pied, donc environ 2 heures d'effort. 2h02 pour être précis. Pour vous. Le week-end et dernier. 41 secondes. Exactement. Pour être plus précis encore, c'était quoi votre catégorie préférée? Pourquoi? Moi, j'ai préféré le vélo parce que c'est la discipline où on passe plus de temps dessus, on voit du paysage et on est dans la nature et on va plutôt rapidement. Donc moi, j'aime bien ça. Mais j'adore quand même les 3 disciplines, mais le vélo, c'est quand même ma préférée, on va dire. Ouais, on sait que cette course, elle peut rallier tant des professionnels que des amateurs. C'est quoi, selon vous, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour exceller dans cette catégorie et finalement dans cette compétition qu'est le triathlon de Nyon? Ça demande beaucoup d'entraînement et de travail. Et il faut s'entraîner dans toutes les disciplines tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et c'est un sport qui vient avec l'expérience et l'entraînement. Donc, ça prend combien d'heures d'entraînement est-ce que ça vous a demandé sur toute l'année ou comment ça s'est justement réparti? Actuellement, je suis aux alentours, on va dire, de 25 heures d'entraînement. En été, je peux plus m'entraîner parce que j'ai pas les cours. Là, dans un mois, je vais reprendre l'université où il faudra jongler plus avec les études, mais ça demande 25 heures, mais c'est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé de s'entraîner autant d'heures pour pouvoir finir un triathlon, mais ça demande quand même beaucoup d'heures au charbon, comme on dit. Ouais. Alors les études, je sais que vous les avez en ligne de mire, mais également les JO de Paris en 2024. Est-ce qu'ils sont toujours dans le viseur pour vous du côté sportif? Ça va être compliqué pour moi, puisque seulement 2 athlètes sont pris et pour l'instant, je n'ai pas fait les critères et je ne suis pas dans les 2 meilleurs Suisses, mais rien n'est impossible, comme on dit. Je garde quand même un peu espoir, mais... Ouais, c'est quoi ces critères? C'est 2 top 8 en Coupe du Monde, le meilleur niveau qui existe en triathlon. Et pour l'instant, je n'ai pas pris part à une Coupe du Monde parce qu'il faut aussi des autres critères pour pouvoir y rentrer, mais rien n'est impossible. Il reste encore 1 an. Les sélections se terminent en mai 2024. Mais je pense que je serai de toute façon soit pour y faire ou soit pour regarder les Jeux Olympiques à Paris. Ouais, d'autres objectifs en ligne de mire peut-être? Il me reste encore quelques courses cette fin de saison avec peut-être le triathlon de Locarno qui arrive dans 2 semaines et quelques courses encore en septembre, octobre et avant de prendre une petite pause et se rattaquer pour la saison prochaine. Et puis on vous suivra évidemment. Thibaut, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, parce qu'on a encore un petit peu la tête en vacances et que c'est toujours trop court, on va revivre le voyage des scouts Noirmont-Gland. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Florent et Loïse, bienvenue. On va revenir sur votre périple en Corée du Sud cet été, puisque 6 scouts du Noirmont-Gland s'y sont rendus du 26 juillet au 12 août exactement. Un périple que vous allez nous raconter, un voyage qui avait lieu dans le cadre du camp mondial Jamboree. Racontez-nous, comment est née l'idée de ce voyage? En fait, on avait un chef qui avait déjà fait le Jamboree il y a 4 ans aux USA, qui s'appelle Arsène Grandjean. Et puis, il nous a mis à l'idée de participer à ce Jamboree en Corée du Sud. Voilà. Alors, le Jamboree, je crois que c'est un camp mondial, hein, vous allez me corriger si j'ai une bêtise, qui a lieu tous les 4 ans, une manifestation qui réunit plusieurs scouts du monde entier. 43 000 scouts ont participé pour cette édition. Comment ça s'est déroulé? Au début, on a eu 1 semaine de précamp, ça s'appelle, où on a plutôt visité le pays. Et normalement, on devait avoir 2 semaines sur le terrain de camp, à proprement dire, là où il y avait tout le monde, on pouvait faire des échanges, on faisait des activités. Mais après, il y a eu un typhon qui était censé arriver. Du coup, on a fait 1 semaine sur le terrain de camp et on a dû partir plutôt en ville pour se protéger parce que dans des tentes et tout, s'il y a un typhon, c'est pas très sécure. Non, ouais, j'imagine. Et puis, j'imagine qu'il a fait très chaud aussi. Là, vous êtes habitué à la canicule, en fait. Oui, il faisait très chaud. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous un petit peu votre voyage, parce que je sais qu'il y avait des activités qui avaient lieu dans le camp, mais vous avez pu aussi un petit peu partir en ville à la découverte par vous-même. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure?
Alors, au Fréquent, on a pu découvrir la culture coréenne comme une initiation au taekwondo. On a pu briser une planche de bois en deux. On a pu aussi faire de la danse K-pop. On s'est bien amusé. Après, on s'est dirigé du coup sur le camp du Jamboree. Et là, il a fait vraiment très chaud. C'est vrai que la canicule était là. C'était normalement pas attendu, mais il y a eu de la canicule. Et on a fait des activités. Les activités, elles étaient vraiment très sympas. On a pu faire du canoë, on a pu faire du vélo, du quad, même du parapente. Enfin, vraiment beaucoup d'activités que j'aurais pas pensé faire en camp. Et on a pu faire aussi des rencontres, même des échanges de badges. C'était très sympa. Et puis, Vous avez fait goûter le rösti aux Coréens? Alors, Ouais. Un rösti un petit peu... Une version spéciale, au c'est moyen vrai. du bord, C'était on quoi va dire. votre recette? On n'avait pas de râpe pour râper les patates, du coup on était obligé de les couper. Mais à part ça, ça allait. Je crois qu'ils ont bien aimé. Ouais, alors on voit là des images qu'Héloïse nous a envoyées, je crois, de votre séjour. Qu'est-ce qui vous a marqué à vous, Florent, justement, de cette culture coréenne? Moi, j'ai beaucoup aimé visiter la ville pendant le pré-camp. J'ai trouvé que les villes ressemblaient à la fois aux villes suisses, mais d'un autre côté, pas du tout. Il y a des choses qui étaient très modernes et d'autres pas du tout modernes. Je trouvais qu'il y avait une espèce de contraste comme ça, qui était assez spécial. Ouais, pour la suite, vous m'avez dit qu'on ne peut participer qu'une seule fois dans sa vie à ce mondial de Jamboree qui aura lieu la prochaine fois en Pologne, je crois, d'ici 4 ans. Et vous pouvez y participer, je crois, seulement en tant qu'organisateur, c'est ça? on peut participer une seule fois dans sa vie en tant que participant. Et on pourra, si on le veut, repartir en Jamboree en tant que chef. On est en tant que participant dans la tranche d'âge de 14 à 17 ans. Et puis après 17 ans, on est chef. Et puis c'est pour ça qu'on peut faire qu'une seule fois, parce que c'est tous les 4 ans le Jamboree. Ouais, ça sera un objectif pour vous, justement, pour la suite? Pourquoi pas? Pourquoi pas, si j'ai le temps de repartir en camp aussi longtemps. Un jour, c'est quand même pas mal pendant ces vacances d'été. Ouais. Et puis j'aimerais terminer avec votre uniforme qui est assez coloré, on va dire presque à l'image de la Corée. Mais est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous portez exactement? Alors tout ça, c'est des foulards que j'ai échangés. Ça, c'est le foulard de participants. Les chefs, ils en avaient un bleu, rose pour différencier rapidement. Et du coup, la chemise, ça, c'est tout le temps la même à tous les Jamborees, c'est la chemise suisse. Ça, c'est le badge suisse. Ça, c'est le badge de notre troupe. Et le foulard, à chaque Jamboree, il change, c'est le foulard suisse. Du coup, là, il y a marqué Suisse en coréen. Et puis, il y a 2-3 petits trucs un peu typiques suisses. Ouais, qu'est-ce que vous avez aimé ramener peut-être de votre voyage, Héloïse? J'imagine que vous avez les mêmes foulards. Qu'est-ce que vous avez pu échanger ça, on n'a d'autre? pas fait exprès, mais j'ai bien aimé échanger les badges. Parce que quand il faisait chaud, les activités, elles étaient à l'ombre, mais pas toutes. Et puis, échanger des badges, faire des nouvelles rencontres avec d'autres gens de d'autres pays. C'est quoi? C'est des badges que vous avez, vous, au Noirmont-Gland, ou que tous les scouts ont dans le monde entier? Tous les scouts du monde ont des badges de leur pays. Et puis, on peut échanger avec plusieurs pays. Et puis, c'est vraiment très sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé troquer, faire la négociation de badges. Ça se négocie? Ouais. Enfin, on peut négocier des badges qui sont plus beaux que d'autres, plus rares que d'autres. On les négocie avec quoi? Avec notre imagination, je veux dire, mais on peut leur... il y a des badges beaucoup plus beaux, par exemple, ou beaucoup plus rares. Il y a aussi les foulards, par exemple, japonais, qui ont été échangés très vite au début, mais après, ils devaient les garder pour eux. Et tout le monde les voulait. Et le badge le plus précieux, celui que tout le monde s'arrache, c'est lequel? Il n'y avait pas vraiment un badge vraiment très très rare. Mais pour les foulards, en tout cas, c'était le mexicain. Ils demandaient le mexicain 3 foulards pour un foulard mexicain. Ah ouais, ça coûtait cher. En tout cas, merci beaucoup, Héloïse Florent, d'être venue sur ce plateau. Et puis, prochain rendez-vous peut-être pour les scouts Noirmont-Gland. Est-ce qu'on peut vous voir d'autres activités aussi? Si les gens veulent vous rejoindre à la maison, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous pouvez taper Noirmont-Gland sur Internet et puis vous tomberez sur notre site Internet où dessus il y a toutes les informations. Ouais, d'autres activités de prévues prochainement? Le passage en septembre
pour les louveteaux qui deviennent éclaireurs, et puis les éclaireurs qui deviennent picots. Et après les picots, il y a les chefs. Ouais. C'est en septembre, où exactement? Souvent, on le fait dans une forêt, et puis c'est un passage. Mais les louveteaux devront le découvrir, comme les picots, comme les éclaireurs. Donc on ne peut pas trop dire dessus, c'est un peu... c'est une tradition secrète de Normand-Gland. D'accord, donc je ne vais pas négocier trop de Mais c'est vraiment Louise sympa. Florent. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. À très bientôt. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme et à demain. Buvez, n'oubliez pas.